Salut à toutes et à tous, bienvenue au club, l'espace réservé aux fédérations du mouvement olympique sur la chaîne Sport en France. De manière hebdomadaire, nous nous concentrons sur des focus, des espaces justement réservés à des disciplines, à des sports. Et bien cette semaine, on va s'attacher à une fédération qui les promeut tous, ces sports. La Fédération française des clubs omnisports va nous accompagner pendant la prochaine demi-heure. Dans un contexte, Nicolas Baillet, mon cher réalisateur, un peu particulier, merci, puisque distanciation sociale oblige et télétravail aussi oblige. Ce plateau est certes vide à mes côtés, mais grâce au réseau moderne et à la télécommunication, regardez qui est là pour cette première partie. À ma droite, le président, le directeur de cette Fédération française des clubs omnisports nous accompagne. Il s'agit de Denis Lafou. Bonjour Denis. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, en télétravail effectivement, donc à distance un peu de Paris, mais tout va bien. C'est un déconfinement piano alors du côté de la FFCO. Exactement, on essaye de gérer au mieux à distance pour le bien-être de notre équipe. Et une personne qui est sans bureau fixe d'ordinaire, puisque son travail de CTN, de conseiller technique national, l'amène à être un petit peu partout, je pense. C'est Sandrine Rabot qui est aussi avec nous. Bonjour Sandrine. Bonjour à vous. Bon, pas beaucoup de changements, vous, dans votre organisation, si ce n'est que votre bâton de pèlerin, vous l'avez laissé dans votre bureau, à la maison. Oui, je pense que comme bon nombre de cadres techniques, pour l'instant, c'est encore à la maison. Moi, je n'entraîne pas, je n'ai pas de face-à-face pédagogique avec les athlètes. C'est de l'accompagnement de club, donc du coup, ça peut se faire en visio, au téléphone ou par bien d'autres moyens sans être en présentiel. Alors justement, sans plus tarder, on va profiter de votre présence pour établir un petit peu le cadre. Fédération française des clubs omnisports, qu'est-ce que ça veut dire Fédécodage ? Et je vais m'adresser avec très peu de politesse du coup à Denis pour débuter. Denis, vous êtes directeur de cette FFCO depuis 5 ans, si je ne m'abuse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement de quoi il retourne avec cette fédération française des clubs omnisports ? Vous fédérez non pas des licenciés, mais donc des entités, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Ce sont des clubs qui sont adhérents de notre fédération. Donc aujourd'hui, on a 530 clubs adhérents de la fédération. Mais à l'intérieur de ces clubs, bien entendu, il y a des pratiquants. Et à l'intérieur de ces 530 clubs, on a un peu plus de 750 000 pratiquants donc qui font différentes disciplines sportives, puisque la spécificité d'un club omnisport, c'est qu'on peut retrouver plusieurs sections, plusieurs entre guillemets, clubs à l'intérieur d'un seul et même club. Donc, l'idée, c'est d'apporter une structuration, des solutions à ces clubs qui veulent, je ne sais pas, ouvrir une autre section. C'est un rôle de lobby, de syndicat, entre guillemets, envers d'autres entités. Quel est un petit peu le cœur de votre métier ? Je m'adresse à l'un comme à l'autre, d'ailleurs. Donc là, c'est un peu de ça, c'est la richesse de ce que vous avez dit, la richesse de l'intervention de la fédération, c'est cette diversité. On intervient à la fois sur le champ de la structuration, ce qui a été historiquement le cœur de métier de la fédération, c'est-à-dire qu'on avait un conseil juridique, un accompagnement à la structuration, à la professionnalisation des clubs. Et puis aujourd'hui, on intervient aussi sur différentes facettes, à la fois effectivement, moi ce que j'appelle du lobbying positif, c'est-à-dire essayer de faire passer aussi des messages aux acteurs du mouvement sportif, aux acteurs institutionnels, aux différents ministères, aux parlementaires. C'est-à-dire, concrètement, ça concernerait par exemple quel domaine, ce lobby positif dont vous parlez ? Alors très concrètement, sur la question notamment du statut des je vous donne un exemple très concret, par exemple, qui se passe actuellement sur le plan de reprise, le plan de relance au niveau du ministère des Sports. Enfin, on est en relation assez directe avec le ministère des Sports très régulièrement pour proposer des solutions un peu adaptées à nos structures omnisports. On est convaincu que le club omnisport est un outil pertinent pour la relance, mais il a besoin d'être accompagné sur certaines dispositions. Et là, par exemple, on travaille aujourd'hui sur la question, alors c'est très technique,
technique, mais c'est du passage de 6 à 12 manifestations exonérées d'impôts. C'est un élément très technique, mais qui est porté quasiment par aucune fédération parce que c'est une spécificité des clubs omnisports que d'avoir beaucoup de manifestations dans son club. Donc là, oui, c'est un rôle du coup de porte-voix presque syndical de ces clubs auprès d'autres entités, en l'occurrence le ministère. Qui dit pas de licenciés propres ou de pratiques de haut niveau à encadrer directement, dit quoi de vos fonctions, Sandrine, par exemple? Racontez-nous comment se passe l'accompagnement d'un club, quelle est la plus-value concrète de la FFCO quand vous êtes appelé, je ne sais pas, au secours, le mot est peut-être un peu fort, mais quand vous êtes appelé par un club adhérent? En fait, je dirais pas que c'est pas de sport de haut niveau ou pas de licenciés, c'est du sport de haut niveau, des licenciés, des adhérents. C'est ça la plus-value d'un club omnisport, c'est qu'en fait, il représente une transversalité d'acteurs dans un club omnisport, quel qu'il soit, parisien, bordelais ou toulousain. On y retrouve des champions du monde, des champions olympiques, mais on y retrouve aussi des personnes qui viennent juste pratiquer de la gym loisir, qui ne sont pas spécialement adeptes de la compétition, qui viennent là pour faire de l'entretien. Et du coup, voilà, le club omnisport, je revenais un peu sur votre démarche, c'est cette transversalité. Donc, on peut retrouver un sportif de haut niveau, comme on peut retrouver juste un pratiquant. Et du coup, un professionnel comme moi qui est là un peu pour faire du lien entre des politiques publiques et puis des acteurs de terrain, c'est de communiquer sur les volontés d'un ministère des Sports autour du sport santé, autour de précautions à prendre sur les violences infantiles, les violences sexuelles, comme on a pu voir ces derniers temps. C'est d'accompagner aussi les clubs en les accompagnant sur le côté régalien d'un éducateur, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, accompagner aussi du service juridique. Mais voilà, c'est un ensemble en fait de passerelles entre le ministère des Sports et puis c'est toutes ces structures qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'être accompagnées, qui ont aussi besoin d'être accompagnées en termes de projets, sur des projets européens, sur des projets Erasmus aussi européens, mais sur de l'accompagnement de services civiques, tout un ensemble de dispositifs. Donc, Denis, Sandrine, si je vous entends bien, on est... contrairement à des fédérations où on entend beaucoup, et peut-être que Paris 2024 est en ce sens un gros moteur de compétition, d'accompagnement d'élite, de haut niveau, là, on le voit quand on parcourt votre site internet, il y a une notion de service public qui est très prégnante. Hein. J'ai vu beaucoup de publications sur le télétravail, sur l'aide scolaire notamment. Il y a vraiment ça qui est très prégnant au sein de la FFCO. C'est justement ce côté au-dessus des clubs qui vous donnent ce côté service public, Denis? Alors oui, on représente les clubs omnisports qui sont des acteurs, ce que nous on appelle du sport près de chez nous, c'est-à-dire des acteurs de service public du sport au plan local. Et donc nous on fédère l'ensemble de ces acteurs, on représente leur voix au niveau national. On est aujourd'hui la plus grosse fédération omnisport, on est la seule fédération généraliste, et c'est vrai qu'on a un devoir de porter la voix de ces clubs-là au niveau national. Alors, concrètement, si les clubs ont donc des sections, des licenciés eux-mêmes, qui adhèrent et comment ? Comment ça se passe pour être adhérent? On a compris que c'était les clubs, mais comment se passe cette adhésion à la FFCO? Après, tout ce qui est un peu administratif, je laisse Denis répondre. J'aurais juste eu tendance à rajouter que voilà, ce qui me semble important de mesurer dans le club omnisport, c'est aussi qu'il est vraiment très impliqué dans son territoire parce que on a souvent affaire à des clubs soit assez volumineux, soit en milieu un peu rural qui ont vraiment un impact sur le territoire. Et du fait de la pluralité des acteurs, compétiteurs, adhérents ou bénévoles ou qui que ce soit, et puis de la place qu'ils prennent sur un territoire, je pense qu'il y a une importance à mesurer que le club omnisport, il est quand même un acteur
qu'on appelle souvent de l'économie sociale et solidaire d'un territoire. Et de sociabilisation aussi d'un public qui n'a pas forcément le même accès à la culture et aux loisirs que peut-être dans des zones un peu plus urbaines. Oui, oui, c'est ça. On a beaucoup, Denis renchérira, mais on a beaucoup de clubs omnisports qui sont présents sur les périphéries de grandes villes. Et c'est quand même un signe à un moment que ça répond à une demande et à des besoins d'une population. Ces clubs omnisports, eh bien, comme vous le disiez tout à l'heure, répondent à du soutien scolaire, répondent à du soutien autour de la santé, répondent à des soutiens autour de la vie sociale. Et eh bien, je pense que le club omnisport, par sa transversalité, apporte ce petit plus que des fois on ne retrouve pas sur d'autres structures. Denis, oui, en ce qui concerne les adhésions, et après je demanderai un petit peu à Sandrine comment la jauge, l'éventail justement de ces solutions et de ces aspects du club omnisport sont un petit peu balancés, contrebalancés au sein de la fédération. Mais d'abord, comment le processus s'opère avec les clubs, justement, eux, et leur relation avec vous? Alors, le processus est assez simple. Et avant de répondre à la question comment, je vais répondre rapidement à la question qui et pourquoi. Qui, tout simplement, ce sont les dirigeants du club omnisport qui adhèrent à la fédération. Pourquoi? Ils adhèrent pour certains pour les services, pour d'autres pour faire partie de la structure qui représente les clubs omnisports, et puis pour d'autres encore pour parler de la mutualisation, parce que tout simplement quand ils ont des problématiques, ils peuvent échanger avec d'autres clubs. Quand ils ont des idées sur ce que doit être le sport, ils peuvent échanger avec l'ensemble de nos clubs, puisqu'on travaille beaucoup sur la question de la mutualisation des expériences, la mutualisation des bonnes pratiques, aussi la mutualisation des problèmes rencontrés. Et enfin, comment on adhère? Tout simplement, c'est très basique, c'est que n'importe quelle association sportive, à partir du moment où elle développe la pratique sportive sur son territoire, est en capacité d'adhérer chez nous. C'est un dossier d'adhésion à remplir et puis bien sûr une cotisation à régler. Et de fait, on devient adhérent de la fédération. D'accord. On avait donc, par le prisme de ce que nous disait tout à l'heure Sandrine, ces divers impacts et ces divers enjeux pour les clubs. Une pratique de découverte, l'élite, vous parliez des champions du monde, des champions olympiques qui peuvent évoluer dans ces clubs omnisports. Et puis aussi, en ce qui concerne le grand public, une tendance que vous poussez aussi, c'est le sport santé. Dans quelle mesure la FFCO donne aussi le là, peut-être à travers derrière le mouvement du ministère des Sports, mais comment vous donnez le là à ces clubs? Est-ce que d'ailleurs c'est vous qui le donnez ou c'est le retour, le feedback des clubs qui vous donne un petit peu des axes d'évolution comme le sport santé, par exemple? Bien, Denis le disait tout à l'heure, la FFCO, c'est 530 clubs, mais je trouve que c'est surtout plus de 750 000 adhérents. Donc, c'est 750 000 pratiquants qui, à un moment, eh bien, face à leurs bénévoles, font état de besoins, d'attentes, d'envie. Et du coup, ça génère de la part des dirigeants de clubs de l'innovation. Et on retrouve dans nos clubs omnisports eh bien, toute cette créativité et toute cette innovation qu'on peut retrouver dans le mouvement sportif. Un club omnisport, ce n'est pas uniquement une section basket, une section handball ou une section gym. C'est une section sport santé, c'est une section pour des personnes en situation de handicap, pour leur créer des passerelles pour après aller vers des sections traditionnelles. C'est des sections eh bien, un peu d'insertion sociale pour des publics qui, au début, n'oseraient pas se dire « non, mais moi, l'accès à la pratique, l'accès au handball, ça ne m'est pas permis ». Eh bien, si, on a des clubs omnisports qui mettent en place des sections de passerelles pour permettre à des personnes eh bien, de se remobiliser par le sport et puis ensuite d'aller au sein d'une même structure vers une pratique eh bien, de compétition de loisirs. Et c'est ça la plus-value, je trouve, moi, d'un club omnisport, c'est qu'on peut aller y goûter n'importe quelle discipline, on peut aller y goûter n'importe quel niveau et on peut y retrouver voilà, beaucoup d'innovation, beaucoup de créativité qui font que derrière, eh bien, nous, en tant que structure, quand on est sur des échanges avec les différents ministères, que ce soit l'Agence de la cohésion des territoires ou le ministère des Sports, eh bien, on est quand même
on représente des acteurs de terrain et on représente des expérimentations de terrain qui sont vraiment intéressantes et porteuses. Vous parliez tout à l'heure, et ce sera malheureusement ma dernière question, ça passe vite, on partira du côté des clubs en deuxième partie d'émission. Vous parliez tout à l'heure de la mutualisation du travail. Vous avez aussi beaucoup de production de par votre aspect justement positionné en hauteur, avec une hauteur de vue. Vous avez beaucoup travaillé sur les questions d'emploi dans le sport et vous y travaillez beaucoup. L'étude de cas, elle est toute faite là, et vous avez travaillé avec un état des lieux un petit peu post-Covid, l'emploi dans le sport et les conséquences de cette pandémie un petit peu. Denis, c'est dans vos axes de travail? Ah oui, la fédération est un des membres fondateurs du conseil social du mouvement sportif. On en est toujours administrateur, donc on fait partie de ceux qui discutent des évolutions de la convention collective et lors des commissions paritaires. Ouais. Et c'est vrai que la question de l'emploi est un sujet très particulier dans les clubs omnisports, puisque sur nos 530 clubs adhérents, on en a plus de 350 qui sont des structures employeurs, ce qui fait que par rapport aux autres fédérations, on a un pourcentage de structures employeurs très important dans notre fédération. Et donc c'est forcément une question qui nous intéresse. Ce qu'on s'aperçoit avec cette situation de crise sanitaire, c'est que globalement, les clubs omnisports étaient un peu plus armés pour assurer la pérennité des emplois dans cette période de crise. Bien souvent, les clubs omnisports ont une assise financière un peu plus solide, ont des emplois qui sont un petit peu plus stabilisés, parce qu'il est plus facile de trouver un emploi ou de pérenniser un emploi quand on a 3 000, 4 000, 5 000 adhérents que quand on en a 100 ou 150. Et globalement, dans les clubs omnisports, ce que l'on observe, c'est que finalement, l'emploi, au-delà du fait que les maintiens de salaire ont pu être assurés dans une grande partie de nos clubs, l'emploi n'est pas forcément remis en cause sur celui qui est existant. Il y a peut-être par contre des inquiétudes plus sur les emplois éventuellement à créer au mois de septembre, parce qu'il y a des inquiétudes sur la reprise de l'activité. Mais je dirais que c'est plus dans l'avenir qu'il y a des inquiétudes plus que sur les emplois existants. Oui, et puis peut-être aussi que la facette conseil juridique qui est la vôtre également a pu aider ou va pouvoir aider dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et si vous le voulez bien, on en parlera avec Séverine, vice-présidente Séverine Bardot, dans la deuxième partie de cette émission. Ce fut bref mais intense, messieurs, dames. On va poursuivre cette émission. Merci d'avoir été avec nous à distance, mais le cœur et les intentions y étaient. Merci de nous avoir accompagnés. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on va poursuivre évidemment cette émission sur la FFCO avec Fait débat tout de suite. Et avec les moyens de télécommunication modernes, on va encore plus vite pour faire des changements d'invités. Le casting évolue sans cesse dans Club Sport en France avec cette fédération française des clubs omnisports, Fait débat, où l'on va évoquer les clubs. Je vais encore manquer de gentlemanisation en présentant d'abord le directeur de l'ASM Clermont-Ferrand, Xavier Labaune, qui est avec nous pour cette deuxième partie d'émission. Bonjour Xavier. Bonjour. Depuis Clermont-Ferrand, où il semble faire aussi beau que sur le reste de la France. C'est très lumineux chez vous. Il fait toujours très beau en terre auvergnate. Autant pour moi. Je savais que j'aurais une petite réponse cocardière. Ça me va très bien. Voilà. Et à vos côtés, Séverine Bardot nous fait l'amitié d'être avec nous. Bonjour Séverine. Bonjour. Vous êtes co-directrice ou directrice adjointe peut-être Directrice adjointe. Oui, attention, il faut faire attention quand même aux terminologies de cette fédération française des clubs omnisports. Séverine, je vais y aller directement puisqu'on a terminé la première partie en évoquant le conseil juridique. C'est une des facettes, cet accompagnement que vous avez des clubs grâce à ce conseil juridique. Kesako, de quoi s'agit-il exactement ? Oui, alors c'est vrai que la fédération propose cet accompagnement juridique pour accompagner les clubs dans leur gestion quotidienne de leur association. Donc on est 3 juristes pour répondre aux clubs, que ce soit par mail ou par téléphone, principalement sur le droit social et le droit associatif, donc sur comment je gère au quotidien mon association, comment je gère mes salariés. D'accord.
Du coup, Xavier, vous avez du côté de l'ASM 15 sections sportives, plus de 6000 licenciés, quasiment 6500 si je ne m'abuse. C'est clairement ce genre d'expertise qu'on va chercher quand on est adhérent à la FFCO. Comment ça se passe? Vous êtes fidèle depuis combien de temps d'ailleurs? Alors, on est fidèle depuis 2 ans maintenant. Et c'est clair que le fait que d'avoir un support juridique de la fédération nous permet de confirmer un certain nombre d'éléments d'organisation et de fonctionnement. On a de la chance en étant, comme vous le précisiez, on a 7000 adhérents, on a des personnes qui fonctionnent, qui sont en fonction support. Il n'empêche que c'est bien que de pouvoir avoir une expertise qui nous accompagne, surtout dans cette période plus que compliquée. Oui, j'imagine qu'au niveau de la conjoncture, ça c'est un petit peu avéré important. De fait, on parlait d'études de cas tout à l'heure, c'est un petit peu le cas là, avec la phase 2 du déconfinement. Xavier, comment la FFCO intervient en tant que support ou porte-voix sur des reprises de discipline quand on a 15 sections comme ça qui doivent être différentes, des procédures aussi qui doivent être différentes pour les licenciés? Comment on communique vis-à-vis d'eux et surtout comment on obtient les informations qui sont diverses et variées parfois? Alors, c'est plus que divers et variés. Effectivement, on a 15 sections sportives. Donc, il y a 15 protocoles spécifiques liés à chacune de ces fédérations. La fédération des clubs omnisports, elle est là en accompagnement, me semble-t-il, de l'organisation et des protocoles sanitaires que l'on est susceptible de mettre en place. Donc, c'était plus une notion de partage et d'expertise pour voir comment organiser, comment fonctionner. Et après, on va effectivement piocher dans l'ensemble des éléments des disciplines sportives concernées, que ça passe du tennis en passant par le rugby, enfin c'est très large pour le coup. Oui, effectivement. Et de l'autre côté, hors temps de crise, Séverine, est-ce que vous êtes sollicité ou parfois à l'initiative, je ne sais pas, d'audit? On parlait travail tout à l'heure, emploi. Est-ce que sur la mutualisation, par exemple, sur d'autres questions d'organisation, est-ce que la FFCO peut être mandatée par un club, par un dirigeant comme Xavier, pour un audit ou d'autres questions? Oui, tout à fait. Alors, ça fait partie de notre panel de services qu'on propose. On propose notamment l'audit, que ce soit l'audit financier, social ou sur la gestion de l'association. Et au quotidien, on va répondre de toute façon à quel contrat je dois utiliser pour recruter cet éducateur, qu'est-ce que je dois faire si je dois modifier son contrat, etc. Donc on est sollicité tous les jours. En fait, on répond à 3500 questions par an. Et rien que sur la période du confinement, on a répondu à plus de 800 questions. Ah oui, en effet. Et du coup, Xavier, on sait que pour un club omnisport, en tout cas dans son image locale, régionale, nationale, c'est souvent le résultat qui est le nerf de la guerre. Vous en savez quelque chose avec notamment le rugby qui est véritablement votre fleuron. Je crois que vous avez le centre de formation d'ailleurs sous votre responsabilité. De fait, la FFCO, vous parliez tout à l'heure du conseil juridique, c'était un vrai plus, mais en 2 ans d'ancienneté, si ce n'est pas sur l'image, vous en retirez des bénéfices. Sur quels aspects véritablement de cette collaboration, vous ? Sur le partage et la mutualisation d'expériences. Je pense que c'est important, la dimension omnisport. On est sur des tailles de structures qui sont lourdes. La notion de salariés, moi j'ai 173 salariés qui œuvrent sur l'association. C'est énorme. C'est énorme. Donc pour le coup, de pouvoir partager des expériences, de mutualiser, de s'associer et de mettre en valeur la dimension et la force d'un club omnisport, c'est là où il y a un intérêt spécifique à adhérer à la Fédération française des clubs omnisports, me semble-t-il. Séverine, j'ai lu aussi pas mal de productions vous concernant sur le travail autour des changements pour le club de demain. L'univers du club de demain, Gilbert Izerne, notamment ancien directeur de Roland-Garros, était intervenu auprès de vous, de vos structures. C'est quoi le club de demain? Vers quoi on va tendre? On parle avec Xavier qui a aussi des échos. On sent que le licencié est de plus en plus consommateur. Comment on s'adapte
s'adapte à ce genre de comportement, à ces nouveaux comportements aujourd'hui? Alors, je crois que surtout, il n'y a pas un seul club de demain. Tous les clubs sont différents et donc tous les clubs doivent s'adapter à leur environnement, à leur territoire. Mais en effet, c'est une nécessité de toujours réfléchir à ce qu'on va faire demain et ne pas rester sur les positions parce que, comme vous le disiez, le licencié est de plus en plus consommateur. Il y a encore beaucoup de compétition, mais on tend de plus en plus vers du loisir. En tout cas, il y a de plus en plus cette demande-là. Et donc, les clubs doivent s'adapter. Et nous, ce qu'on apporte, c'est de la réflexion. On essaye de mettre les clubs, comme le disait Xavier, on favorise la mutualisation. Et là encore, on va favoriser les échanges, la mutualisation pour voir ce qui se passe bien dans un club, pourquoi est-ce que ça serait pas bien fait aussi ailleurs. Et c'est l'idée aussi de nos colloques et nos journées d'études, faire intervenir des personnes extérieures sur ces questions-là pour réfléchir à qu'est-ce que pourrait être le club de demain, comment les clubs peuvent s'adapter. Je voyais Xavier hors antenne opiner du chef. Penser le club de demain et s'adapter à un territoire, ça vous parle, Xavier, visiblement. Quand on est comme ça vis-à-vis d'une image nationale, on parlait du rugby tout à l'heure dépendant, j'imagine que c'est une image d'Épinal que vous essayez de barrer, de raturer localement pour un ancrage plus global, plus omnisport, justement. Je crois que oui, il y a un socle, c'est la dimension omnisport. La dimension omnisport, d'éviter de spécialiser sur un très jeune âge les personnes, pour le coup. Donc ça, c'est une force d'un club omnisport. Et après, sur la réflexion l'activité d'un club sportif de demain, me semble-t-il, il y a des éléments liés au sport bien-être, et on l'a vu dans cette période très spécifique sur l'activité physique. On ne parle pas nécessairement de sport, mais d'activité physique, de sport santé, et d'utiliser aussi le sport comme vecteur d'insertion et de citoyenneté. Je crois que ça, c'est des éléments sur lesquels le club, l'ASM, a souhaité s'engager maintenant depuis quelques années. Et cette période nous révèle le fait que, pour le coup, il y a tout intérêt à poursuivre dans ce sens-là. Donc, c'est un volet qui, j'imagine, Séverine, vous tient à cœur parce qu'on parlait tout à l'heure de cette notion de service public avec Denis, clairement importante, c'est de dissocier ce haut niveau dont on peut avoir connaissance et conscience avec certaines sections d'une pluralité et surtout d'un grand public qui va être plus à la recherche soit de découverte, soit de sport santé et donner aussi voix à ce chapitre-là. Oui, et c'est ce que permet un omnisport. En fait, dans un omnisport, on va tout retrouver. On peut avoir du sport de haut niveau, on peut avoir de la compétition, on peut avoir du loisir, on peut avoir du sport santé, puisque les clubs omnisports sont vraiment porteurs de cette question-là. Du fait de toutes les activités, ils peuvent proposer énormément de choses et ils se sont inscrits là-dedans. On va retrouver du sport en entreprise et c'est la force du club omnisport de pouvoir proposer toute cette facette-là d'activité. Et j'ai l'impression, Xavier, que c'est de plus en plus accepté. Les railleries des sportifs réguliers envers les débutants semblent de plus en plus tolérées, comme si ces périodes où le sport a repris une place importante dans nos sociétés, dans nos déplacements, dans notre quotidien, avaient un peu changé les choses. Oui, elle vient de changer les choses. Vous parliez de sport où finalement l'adhérent devenait de plus en plus consommateur et finalement... On peut être moins investi en tout cas, c'est ce que je voulais dire par là. Moins investi. Mais cette période nous fait penser le contraire. Ouais. C'est que la reprise d'activité chez nous, elle s'est faite de manière très partielle le 18 mai dernier. La première attente de nos sportifs, qui soient sur une logique de performance, comme sur une notion de sport bien-être, c'était le lien social. C'est pour le coup, au-delà même de la pratique sportive, c'est de pouvoir retrouver des échanges, des interactions, et puis après, chacun en fonction de son filtre, que l'on soit sur le sport élite, performance, ou de la reprise d'activité, ou du sport, de l'activité physique pour tous.
Oui, je crois que ce sera le mot de la fin parce que effectivement cette ode au sport qui a été celle du confinement doit être maintenant un tremplin. Il faut capitaliser là-dessus et vous vous y affairez l'un comme l'autre, on l'a bien compris. Séverine Bardot, merci d'avoir été avec nous. On suivra évidemment l'actualité de la FFCO comme de toutes les fédérations au sein de Club Sport en France. Nos portes vous sont évidemment ouvertes. Xavier, de même. Les résultats de vos sections et pas que celles du rugby, on les suivra également attentivement. Merci Xavier Labonne d'avoir été avec nous. Bonne fin de journée à toutes et à tous sur l'antenne de Sport en France. Merci avant aux équipes de Nicolas Baillet, de Julien Perronnet en régie, Paul Lebret au son qui est bien assez risque et péril vient jusqu'en studio pour s'occuper de nous. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Bye bye.